Bonjour à tous. Le webinaire va débuter vers midi. Je vois que les gens arrivent tranquillement. Merci beaucoup à tous ceux qui se joignent à nous. N'hésitez pas d'écrire dans le chat qui vous êtes, de quelle entreprise, de quel endroit vous vous joignez à nous ce midi. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous. Le webinaire va commencer à midi. Et voilà, il est midi, donc ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir au webinaire de présentation des résultats du baromètre de la transition des entreprises pour le secteur manufacturier du Québec. C'est la deuxième édition du baromètre. Je suis Anne-Josée Lacaire et ce baromètre fait partie de l'engagement de Québec Net Positif à se diriger vers une transition économique éclairée. Québec Net Positif, nous sommes une organisation à but non lucratif et notre raison d'être est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. Si nous sommes réunis aujourd'hui et si nous avons réalisé le baromètre, c'est grâce à l'appui d'Investissement Québec que je remercie. Et comme vous pouvez voir sur vos écrans, je suis en excellente compagnie ce midi avec deux panélistes invités qui vont réagir aux faits saillants du baromètre. Donc, d'entrée de jeu, j'invite tout de suite les panélistes à se présenter, en commençant avec M. Rémi Tremblay. Donc, votre rôle puis la raison d'être de votre entreprise, Café William. Merci, Anne-Josée. Alors, Rémi Tremblay, je suis PDG chez Café William. Café William, on est un des torréfacteurs les plus importants au Canada, un des plus grands importateurs, sinon le plus grand de café biologique et équitable. Notre ambition, c'est de produire le café le plus durable sur la planète, rien de moins. Alors, on est sur plein d'initiatives dans cette direction-là dont on va parler aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, puis bienvenue parmi nous ce midi. Merci. Ensuite, on est aussi accompagné de Adja Sedi de Prévost. Adja? Bonjour Anne-Josée et bonjour à tous. Merci à Québec Net Positif et aux différents partenaires pour leur invitation. Je m'appelle Adja Seidi et je suis gestionnaire des achats responsables chez Volvo Bus, incluant donc Prévost, qui est une division du groupe Volvo, qui construit des autocars, des maisons motorisées, des carrosseries. Mon rôle est de m'assurer d'intégrer les objectifs en matière de développement durable pour notre chaîne d'approvisionnement. Et Prévost, comme je le disais, fait partie du groupe Volvo, dont le siège social se trouve à Göteborg en Suède. Et grâce à ce partenariat, Prévost peut profiter de moyens financiers, de capacités de développement et des technologies de fabrication de produits de ce géant qui est le deuxième plus important groupe manufacturier d'autocars et d'autobus urbains au monde. Merci beaucoup, Adja, pour cette introduction. Donc, comme vous voyez, deux entreprises manufacturières québécoises avec deux raisons d'être, deux profils différents. Ça va être vraiment intéressant d'échanger ensemble. Et la façon qu'on a structuré le webinaire ce midi, je vais résumer la méthodologie. On va parler ensuite de contexte d'affaires. Je vais présenter quelques données là-dessus. On va échanger avec nos panélistes. On va aussi parler de l'indice de transition qui nous permet de mesurer le niveau de maturité des entreprises québécoises. Et on a quelques faits saillants qu'on va voir aussi à la fin. Donc, tout au long du webinaire, je vous invite à poser vos questions-réponses dans la section questions-réponses du webinaire. Vous pouvez aussi utiliser le chat. Comme je le disais d'entrée de jeu, si vous voulez écrire d'où vous nous rejoignez ce midi, qui vous êtes, de quelle entreprise, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Et voilà, donc j'amorce dès maintenant. Ah oui, exact. Je vais dire également qu'il y a une période questions-réponses à la toute fin. Si jamais il y a des questions pertinentes au fur et à mesure, on va tenter de les intégrer. Mais autrement, on a quand même un moment prévu à la fin pour ce faire. Cette session également, elle est enregistrée et c'est normal si vos caméras ne fonctionnent pas, si on est en mode webinaire, c'est pour sauver la bande passante ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça nous fait vraiment plaisir de vous savoir ici ce midi à nos côtés. Donc, débutons tout de suite avec la méthodologie pour cette étude. La méthodologie
ce qu'on fait pour les baromètres de transition des entreprises. Donc, nous avons un baromètre pour toute l'économie québécoise qu'on a réalisé auprès de 596 dirigeants. Pour faire nos baromètres, nous sommes appuyés par la firme de recherche Léger. Et dans ce cas-ci, pour le secteur manufacturier, nous avons fait une enquête auprès de 202 dirigeants d'entreprises manufacturières. Et puisque c'est exactement le même questionnaire, ça nous permet de comparer ce qui se passe dans le secteur manufacturier avec ce qui se passe dans l'ensemble des entreprises au Québec. Donc, nous sommes en mesure et nous réalisons des baromètres régionaux, des baromètres sectoriels et régionaux qui nous permettent de pouvoir comparer ce qui se passe dans un groupe d'entreprises précis et de comparer avec l'ensemble des entreprises du Québec. Pour ce qui est du baromètre, aujourd'hui, la collecte avait eu lieu l'automne dernier et tous les résultats sont pondérés selon le nombre d'employés, la région et les sous-secteurs d'activité dans le secteur manufacturier. Donc, voilà pour la méthodologie. Puis je vais passer tout de suite au contexte d'affaires, puis au contexte de mise en œuvre d'actions climatiques dans nos entreprises manufacturières. Donc, ce qu'on remarque dans l'ensemble du questionnaire, on a choisi 3 questions qui représentent bien, là, en fait, dans le questionnaire, il y a 111 variables, donc vous comprenez, on ne vous présentera pas tout ça aujourd'hui. Je vous invite à aller voir le rapport disponible en ligne pour en savoir plus. Mais on a choisi 3 questions qu'on trouve qui illustrent assez bien ce qui se passe dans le secteur manufacturier. Tout d'abord, la première question qu'on a choisie, il est urgent de réduire les gaz à effet de serre. La deuxième, je m'estime bien outillée pour agir. Et la troisième, je mets en œuvre des actions climatiques. Donc, est-ce que c'est urgent de réduire les gaz à effet de serre selon nos entrepreneurs manufacturiers? Tout à fait. Puis, en fait, toutes les questions qui portent sur la volonté d'agir. Je crois que mon entreprise a une responsabilité de réduire les gaz à effet de serre. Je souhaite faire partie de la solution. Je souhaite contribuer. Toutes ces questions-là sont en haut de 80%. Donc, nos dirigeants d'entreprises manufacturières ont une volonté d'agir pour le climat. Toutefois, pour ce qui est des questions où on parle de la capacité, est-ce qu'on s'estime bien outillé pour agir? Est-ce qu'on va être prêt, puis on va en parler plus loin, à faire face à l'économie sobre en carbone? Le niveau de la capacité est un petit peu inférieur à la volonté d'agir. Puis là où il y a un écart encore plus marqué, c'est quand on demande aux entreprises si elles mettent en œuvre au moins une action climatique dans leurs opérations. Mais le passage à l'action, il y a seulement 48 ou en fait, il y a 48 des entreprises manufacturières qui mettent en œuvre au moins une action climatique dans leurs opérations. Donc, on voit qu'il y a quand même un écart significatif entre la volonté d'agir, la capacité de le faire et le passage à l'action. Donc, ça, c'est un bon survol de ce qu'on a pu observer à travers l'enquête. L'autre élément d'information qu'on voulait porter à votre attention, c'est le contexte d'affaires dans lequel les entreprises opèrent. Les entreprises manufacturières à 66 nous disent qu'elles opèrent dans un contexte d'affaires qui est stable. Et dans l'ensemble des entreprises au Québec, c'est 75 Donc, on a moins d'entreprises dans le secteur manufacturier qui disent opérer dans un contexte d'affaires stable. Et sur ça, je vais tout de suite me permettre d'intervenir avec nos 2 panélistes invités. On va débuter avec M. Tremblay. La question est la suivante, ça va être la même question pour vous deux. Comment le contexte d'affaires dans lequel vous opérez a-t-il évolué au cours des dernières années? Puis surtout, est-ce que vous estimez que ce contexte d'affaires-là, qui semble moins stable pour le secteur manufacturier, est plus ou moins propice à la mise en œuvre d'actions climatiques? M. Tremblay? Naturellement, comme beaucoup d'entreprises, on a eu des dernières années plutôt actives. La sortie de la pandémie, ça a été exigeant au niveau de l'entreprise, au niveau de l'économie. On a une économie qui est en ralentissement, mais malgré tout, on semble avoir un atterrissage en douceur. Ça va pas si mal globalement. Je pense que des périodes parfaites pour faire des investissements pour réduire notre impact environnemental. Je ne sais pas s'il y en a tant que ça, mais ce qui est très positif, puis nous, on en a bénéficié dans nos investissements récents, c'est de voir comment l'écosystème est là derrière les mesures gouvernementales, les mesures fiscales, des programmes de subvention. Énergir qui fait beaucoup d'efforts, Hydro-Québec. Donc, il y a un soutien, il y a un écosystème qui est en train de se bâtir. Puis je pense que les entreprises, si ils font appel à l'aide qui est disponible autour, la période est bonne pour le faire.
Merci beaucoup, Adja, sur le même sujet du contexte d'affaires. Oui, alors moi je dirais que le principal contexte d'affaires selon moi dans lequel Prévost opère, c'est vraiment le défi de la neutralité carbone que le Québec et plus globalement le Canada et même le monde vont devoir relever. D'abord adopté en 2015 par près de 200 pays, le Canada a ensuite ratifié en 2016 l'accord de Paris, qui est un accord qui est ambitieux, qui vise à réduire les effets du changement climatique. Et l'objectif principal de cet accord, c'est de limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et si possible de la limiter à 1,5 degré Celsius. Et donc en clair, en tant que signataire, le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030. Et on le sait, le secteur des transports compte parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre partout dans le monde. Donc Volvo Group, bien évidemment, adhère à cet accord de Paris. Et du point de vue de cycle de vie, la grande majorité des émissions sont générées pendant la phase d'utilisation de nos produits. Donc, notre priorité absolue, c'est de mettre en point des solutions qui réduisent les émissions de carbone des transports que nous fabriquons. Le groupe propose déjà des produits et des solutions qui vont permettre d'avoir des économies considérables à nos clients, ainsi qu'une meilleure performance environnementale et donc un impact moindre sur le climat. On propose également des alternatives de pointe sans énergie fossile, telles que des véhicules zéro émission dans des segments clés. Notre transition vers des transports et des infrastructures à faible émission de carbone, elle est en cours et elle va s'accélérer parce que notre ambition est de vendre 100% de véhicules sans énergie fossile du groupe Volvo à partir de 2040 pour afficher un bilan carbone neutre d'ici 2050. Et donc, grâce au plan d'économie verte 2030, qui est la première politique cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques du Québec, on va avoir une économie verte, résiliente et plus prospère pour les générations actuelles et celles à venir. Et en lien avec ce plan, Prévost a annoncé il y a 2 ans maintenant le lancement d'un nouveau programme d'électrification qui consiste à développer un nouvel autocar 100% électrique ainsi qu'un kit de modernisation pour convertir les moteurs diesel en système de propulsion électrique. Et donc, grâce, comme le disait Rémi, à l'appui du gouvernement du Québec, par le biais d'Investissement Québec, par exemple, ou le ministère de l'Environnement du Québec, eh bien, on a des soutiens financiers de tels projets qui vont engendrer des retombées économiques importantes. Donc, pour moi, oui, le contexte d'affaires va très favorablement contribuer à la mise en œuvre d'actions climatiques. Oh, merci beaucoup. Donc, je vois le contexte d'affaires est peut-être instable, mais pour ce qui est d'être un climat propice à la mise en œuvre d'actions climatiques, on semble s'en aller dans la bonne direction là, de vos deux perspectives avec une certaine mobilisation là, au sein d'écosystèmes d'affaires. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On va regarder d'où on part parce que ce contexte-là semble devenir un petit peu plus favorable avec le temps qui passe, mais où on en est aujourd'hui, l'indice de transition du baromètre qu'on a développé avec la firme Léger, ce que ça nous permet de faire, c'est d'avoir un peu une note de bulletin. Là. Si une entreprise mettait en œuvre 100% de tout ce qui est possible de faire, sa note serait 100, donc toutes les actions climatiques pour réduire les gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, on se demande, mais où elles en sont, les entreprises manufacturières, dans la mise en œuvre? Puis ce serait quoi leur note de bulletin actuelle? Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Et ce qui est intéressant avec le travail d'analytique avancée, c'est que nous avons réalisé qu'il existe 4 composantes principales pour expliquer la mise en œuvre d'actions climatiques dans les entreprises québécoises. Il y a une des composantes qui est au niveau opérationnel. Par exemple, les entreprises qui travaillent sur l'optimisation de l'énergie vont mettre en œuvre davantage d'actions climatiques. Un bon exemple pour une entreprise manufacturière dans les opérations, donc vraiment ce qui est sous votre contrôle, c'est par exemple au moment où on achète un nouvel équipement. Puis on va en parler tout à l'heure avec M. Tremblay. Quand on fait un investissement majeur matériel, c'est le moment de se demander quelle sorte d'énergie utilise mon équipement, en quel volume, quelle quantité, est-ce que ça émet des gaz à effet de serre? Puis est-ce qu'à ce moment-ci où je me procure un nouvel équipement, ce ne serait pas une bonne idée là, d'intégrer ces considérations-là dans le choix de l'équipement? Donc ça, c'est parfaitement sous votre contrôle et ça fait partie des aspects opérationnels. L'autre composante, c'est tout ce qui touche la chaîne de valeur. Donc,
Est-ce que vous travaillez pour aider vos clients à réduire les gaz à effet de serre? Est-ce que vous travaillez avec vos fournisseurs pour vous aider à réduire les vôtres? Et pour se placer sur une trajectoire de transition, il y a une composante qui est devenue essentielle, c'est la composante de l'adaptation et de la résilience. Donc, comme entreprise manufacturière, en fait, comme toute autre entreprise au Québec, pour être sur une trajectoire de transition qui est plausible, on doit tenir compte du fait que les événements climatiques extrêmes sont déjà en train d'affecter nos opérations. Et par exemple, on doit avoir fait une liste des bouleversements puis des menaces potentielles dans notre chaîne d'approvisionnement par rapport au changement climatique. Donc, c'est le genre de questions qu'on retrouve ici. Finalement, la quatrième composante, celle qui a le plus de poids pour expliquer la mise en œuvre d'actions climatiques dans les entreprises du Québec, c'est tout ce qui touche la culture organisationnelle. Est-ce que l'équipe de direction est engagée? Est-ce qu'on a un cadre formel des politiques? Est-ce qu'on fait de la mesure, une culture de la mesure, comme la mesure de gaz à effet de serre, par exemple? Puis l'intégration de ces données-là dans les outils d'aide à la décision viennent expliquer la mise en œuvre d'actions climatiques. Donc, sur ce grand survol des composantes de l'indice de transition, on a une question pour vous, tous les participants du webinaire ce midi. Quel est l'indice de transition moyen, selon vous, des entreprises manufacturières au Québec? Donc, si une entreprise qui met tout en œuvre ce qui est possible de faire avait une note de 100 est-ce que vous croyez que les entreprises manufacturières aujourd'hui mettent en œuvre environ 6 sur 10, 54,6, 36,3, 29,9 ou 22. 22, ça voudrait dire qu'elles mettent en œuvre 1 sur 5 des actions climatiques qui sont connues et souhaitables de mettre en œuvre. Donc, je vois les réponses arriver. On va laisser juste une petite minute pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Donc, à nouveau, quel est l'indice de transition moyen des entreprises manufacturières du Québec selon vous? On va mettre fin au sondage. Voilà les résultats. Donc, selon vous, la majorité ont voté pour 29,9. On a un petit peu d'optimisme à 54,6. Donc, je vais vous révéler l'indice de transition. En fait, comme groupe, soit vous avez lu le communiqué de presse avant de vous joindre au webinaire ou vous êtes très bon. Effectivement, 29,9 est l'indice de transition moyen en ce moment, c'est-à-dire que les entreprises manufacturières mettent en œuvre le tiers des actions climatiques qui sont connues et souhaitables de mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et grâce au baromètre, bien, nous connaissons aussi la répartition des entreprises, donc la moyenne à 29,9. Ce qu'on observe, c'est que c'est plus bas que la moyenne des entreprises au Québec. L'indice moyen pour l'ensemble des entreprises au Québec est à 32,4. On voit ici en gris là, la répartition pour l'ensemble des entreprises au Québec. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on commence à comprendre ce qui fait en sorte qu'on peut mettre en œuvre plus d'actions climatiques, ou en tout cas ce qui différencie les entreprises qui mettent en œuvre plus d'actions climatiques. La grande composante, c'est de compter sur de l'expertise environnementale à l'interne ou à l'externe. Donc, la personne ou les quelques personnes qui avaient voté 54,6, vous avez raison, c'est l'indice moyen des entreprises manufacturières, mais juste de celles qui comptent sur de l'expertise. Donc, peut-être qu'autour de vous, des entreprises comptent sur de l'expertise et c'est ce que vous observez. Lorsque les entreprises nous disent « je ne compte pas sur de l'expertise environnementale », leur indice moyen est en bas de la moyenne à 24,1. Et si vous voyez l'écart là, entre le 54,6 et le 24,1, c'est le plus gros écart qu'on peut trouver là, dans les 111 variables observées. C'est vraiment de compter sur de l'expertise qui différencie les entreprises qui mettent en œuvre l'action climatique par rapport à celles qui en mettent beaucoup moins en œuvre. Ensuite de ça, on a aussi observé que les entreprises qui opèrent sur un marché international mettent en œuvre plus d'actions climatiques que la moyenne et quand même significativement plus que celles qui n'opèrent que sur un marché local. On a également observé que lorsque l'entreprise est administrée par un conseil d'administration, il y a une différence significative par rapport à s'il n'y a pas de conseil. On sait qu'il y a des obligations fiduciaires pour les administrateurs de sociétés de prendre soin du climat et d'intégrer en fait les considérations climatiques dans la prise de décision et la gouvernance. Donc, effectivement, pour les entreprises manufacturières, ça semble vraiment être un des facteurs là, qui explique davantage de mise en œuvre
d'action climatique. Finalement, on a fait une étude pour regarder si la grandeur, la taille de l'entreprise a une différence. Puis effectivement, là, les plus petites entreprises de moins de 10 employés mettent en œuvre moins d'actions climatiques que nos PME. Les PME de 10 à 249 employés, en fait, mettent en œuvre plus d'actions climatiques que la moyenne dans leur secteur. Donc, pour résumer, ce qu'on a observé avec l'indice de transition du secteur manufacturier, dans l'ensemble des secteurs, la moyenne est de mise en œuvre un peu moins que le tiers des actions climatiques, 29,9. Compter sur de l'expertise à l'interne ou à l'externe, opérer dans un marché international, être administré par un CA et être une PME sont les facteurs clés qui déterminent un peu plus d'actions climatiques mises en œuvre. Puis sur ce, je vais revenir vers notre panéliste parce que quand on reçoit des données comme celle-là, on se pose toujours la question du comment. Donc peut-être vers M. Rémy Tremblay, là, comment vous expliquer que les entreprises manufacturières mettent en œuvre moins d'actions climatiques que l'ensemble des entreprises au Québec? On est très curieux de voir votre expertise sur pourquoi derrière ces chiffres-là. Je dirais que ça s'explique probablement par la complexité des opérations des entreprises manufacturières. Naturellement, une entreprise manufacturière, ça vient avec des équipements, des installations qui sont plus complexes que la moyenne des entreprises, des investissements qui sont faits à long terme. Alors, quand on a fait des investissements, de venir changer, les technologies évoluent rapidement, donc de venir changer ces technologies-là pour des technologies qui sont plus efficaces, qui sont plus propres, ça peut être un frein à ce niveau-là. Mais je pense que nous, on a profité de l'opportunité qu'on a eue d'avoir un nouveau projet d'investissement pour vraiment se questionner sur l'ensemble de ce qu'on faisait, puis comment on le faisait, puis comment on pourrait être plus efficace énergétiquement, et même changer complètement la façon d'alimenter notre torréfacteur. Euh, donc, ça a été une opportunité qu'on a eue, qu'on a saisie, qui venait avec de nouveaux investissements, mais de tout changer pour une entreprise manufacturière, des équipements, des procédés, des processus qui sont déjà établis. Il y a probablement une petite barrière à l'entrée un peu plus élevée que les entreprises d'autres. Non, merci beaucoup pour ça. Fait que pour vous, vraiment, le moment qui a déclenché votre passage à l'action, c'est un moment d'investissement majeur où vous en avez profité pour intégrer les considérations climatiques. Effectivement, s'il y a moins d'investissement pendant certaines périodes, c'est peut-être plus difficile de changer ce qui se passe dans les entreprises manufacturières. Très intéressant. Adja? Oui. Alors moi, ce que je constate, c'est que les entreprises manufacturières québécoises et américaines, de façon plus générale, sont moins avancées que les entreprises européennes dans leur mise en œuvre des actions climatiques. Ayant un rôle global, je vois ces différences entre l'Amérique et l'Europe. Et en effet, quand on demande à nos fournisseurs du Québec de rencontrer certains requis que l'on demande à toute notre base fournisseurs, peu importe leur localisation, on constate que les scores sont moins élevés chez nos fournisseurs québécois. Cela, je pense, est tout à fait compréhensible étant donné la maturité du continent à des sujets liés au développement durable, au cadre réglementaire qui est peut-être moins exigeant pour le moment en Amérique du Nord. Également aussi par le manque de main-d'œuvre qui est effectivement un défi, on le sait, au Québec. Mais malgré tout, je constate également un intérêt grandissant pour nos fournisseurs de s'améliorer et de satisfaire nos exigences. Et c'est ce que l'on souhaite voir, c'est un changement vers cette transition. Donc, pour vous, Adja, est-ce qu'il y a un risque d'exclure des fournisseurs québécois éventuellement parce qu'ils ne rencontrent pas les normes ou plutôt de travailler avec les fournisseurs québécois pour les amener aux normes, un peu votre approche? Puis on pourra en reparler Oui, plus en détail tantôt, mais tout sur à le fait. côté, sur le côté de la trajectoire, comment vous voyez ça? Alors oui, notre position, elle est claire, c'est qu'on a envie d'accompagner nos fournisseurs, qui sont des fournisseurs locaux et stratégiques. Donc, on va plus vers cette option d'accompagnement et de support des fournisseurs. Et effectivement, à terme, étant donné nos ambitions qui sont claires, il peut y avoir ce risque, effectivement, d'exclure certains fournisseurs. Donc, on préfère travailler avec eux et les accompagner pour rencontrer nos ambitions. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Puis sur ce, on va rentrer un peu plus en détail dans justement ce sujet-là des modèles d'affaires puis de ce qui se passe vraiment
dans les entreprises. Puis on va parler de Café William. Café William, qui est une entreprise manufacturière, puis M. Tremblay avec son équipe de repreneurs. J'ai appris que l'entreprise existe depuis plus de 30 ans, mais au moment de reprendre l'entreprise, ben, ils ont regardé beaucoup d'éléments des émissions de gaz à effet de serre, puis je vais en mentionner seulement quelques-uns ici, de faire du transport de café, parfois avec des modes zéro émission, comme un bateau à voile, l'éco-conception des emballages, un approvisionnement aussi responsable avec une culture d'entreprise dans laquelle il y a plusieurs certifications, dont la certification B Corp. Puis ici, on vous met l'image du fameux torréfacteur, M. Tremblay pourra nous en parler plus, mais aussi un fermier, parce qu'il y a toute une relation entre l'entreprise et ses fermiers. Puis les deux autres images que vous voyez ici, mais c'est l'utilisation des résidus ou des rejets de l'usine en fin de vie qui sont réutilisés en circularité. Donc, je vais laisser M. Tremblay nous parler vraiment de son modèle d'affaires, comment ils en sont venus à repenser Café William pour tenter d'aligner l'entreprise sur une trajectoire bas carbone. Puis à tout ce qu'on peut voir de l'externe, ça nous semble vraiment être une entreprise visionnaire. Donc, on est très curieux de vous entendre là-dessus, M. Tremblay. Merci. Oui, écoutez, en 2020, on a entrepris une réflexion d'entreprise avec mes associés, les membres de la direction, notre équipe. On s'est posé la question, on avait encore des ambitions, on voulait encore continuer à grandir comme entreprise. On voulait se développer au maximum de notre potentiel. On s'est demandé comment on voulait le faire. Ce qui a été déterminé par l'équipe, c'est qu'on voulait, oui, se développer, mais pas augmenter notre empreinte environnementale. Donc, vraiment, à partir de ce moment-là, toutes nos actions, toutes nos décisions, dans le cadre de l'investissement que je parlais tout à l'heure, ont été orientées vers comment on peut faire pour, oui, accroître notre volume, faire notre croissance, mais ne pas augmenter notre empreinte environnementale. Quand est venu le temps d'aller en appel d'offres pour les équipements pour notre nouvelle usine, bien, ça a été une condition de base de dire, ben ça ne se faisait pas sur la planète d'alimenter des fours à l'électricité. On est au Québec, on a de l'hydroélectricité, de l'électricité propre. On s'est dit, ben, qu'est-ce que vous attendez, les gens, les manufacturiers, c'est surtout en Europe, pour faire des équipements qui sont alimentés à l'électricité. Donc, il y a un équipementier allemand, Neotech, qui sont embarqués avec nous autres dans cette aventure-là. Donc, on ne savait pas si ça allait fonctionner. On s'est lancé là-dedans. Puis, à la fin janvier, troisième semaine de janvier, on a tourné le gaz à off. Puis, depuis ce temps-là, on torréfie uniquement à l'électricité. C'est une première au monde. On est pas mal fiers de cet accomplissement-là. Je pense que ça va influencer peut-être d'autres joueurs dans l'industrie à travers le temps. Alors, c'est un petit pas. On n'est pas naturellement un grand joueur mondial, mais quand même, je pense qu'on ça nous permet, ça établit un certain standard où ça démontre que c'est faisable. Le transport maritime du café, c'est le début de l'aventure qu'on a faite cette année. On est dans un autre projet encore pas mal plus ambitieux pour l'automne prochain. Il y a une industrie qui est en train de se créer de transport à voile sur la planète. Puis on est en train d'affréter un voilier qui va transporter 1 million de kilos. Donc, on va être un des premiers voyages. C'est une compagnie française qui est en train de compléter la construction d'un voilier qui va faire du transport maritime. Alors, pour nous, c'est important d'un peu encourager ou faire en sorte d'encourager une industrie qui est en émergence comme ça. Alors, c'est des paris qu'on fait, qu'on se dit qu'on fait les bonnes choses pour la planète, puis qu'on pense que c'est des bonnes idées. Est-ce qu'on évalue toujours la rentabilité de tout ça à court terme? Pas tant que ça, mais on pense que globalement, on est des gens positifs, puis il va y avoir des retombées positives de tout ça. Et merci beaucoup pour ces exemples-là. Puis pouvez-vous nous parler un petit peu aussi de l'économie circulaire, puis comment vous avez commencé à intégrer ça dans la fin de vie de votre procédé? Oui, ça fait plusieurs années qu'on a ce genre de collaboration-là. Naturellement, on se rend compte que des entreprises ont produit des déchets reliés à la production, reliés à l'opération. Puis on se demande mais comment on peut les valoriser. Alors, on a trouvé des partenariats avec des entreprises de la région là, pour utiliser nos poches de jute, pour les pleurs et tout ça à travers le temps. Donc, c'est des initiatives qui durent pas toujours pour toujours avec les mêmes partenaires parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de jute pour des. Mais oui, je pense que c'est essentiel comme entreprise de se demander qu'est-ce qu'on fait avec nos résidus puis ce qui découle de nos opérations. Et merci beaucoup pour ça. Puis peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez besoin d'aller chercher de l'expertise à l'extérieur de votre équipe de gestion pour être capable je vois que vous avez travaillé avec des fournisseurs qui ont même inventé le premier torréfacteur électrique. Donc, clairement, vous avez trouvé de l'expertise chez des fournisseurs.
mais où ailleurs êtes-vous allé chercher l'expertise autour de vous pour pouvoir complètement changer de modèle d'affaires comme ça? Oui, on est allé chercher, on a déjà à l'interne, mais on est allé chercher de l'expertise au niveau environnemental, au niveau B Corp, quand on a voulu aller chercher notre certification aussi, on est allé chercher cette expertise-là. Je pense que euh, toutes les entreprises ne peuvent pas compter sur une expertise interne très grande. Probablement que les gens chez Volvo, ils ont une grande équipe, ils ont une grosse équipe, mais une PME comme nous, on est allé chercher des ressources externes pour nous aider, nous accompagner dans ça, puis nous aider à cheminer définitivement. Ah, merci beaucoup pour ça. Puis maintenant, vous nous avez parlé de vos fournisseurs, vos clients. J'ai présenté une autre statistique qui est ressortie puis qui nous semblait vraiment intéressante dans le sondage, dans le baromètre. À l'heure actuelle, on a 26% des entreprises manufacturières du Québec qui collaborent avec leurs clients pour aider leurs clients à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ou un peu comme Café William aussi. Quand Café William dit, ben, on va avoir la tasse de café la plus durable au monde, ben là, on pense aussi pour notre clientèle, là, ça va être un après. Pour y arriver, ben, Café William a travaillé avec des fournisseurs. Mais à l'heure actuelle, 7% des entreprises manufacturières travaillent avec leurs fournisseurs pour les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, 93% des entreprises manufacturières ne travaillent pas avec leurs fournisseurs. Et pour nous, c'était vraiment intéressant d'avoir quelqu'un comme Adja, dont c'est la responsabilité, c'est le rôle à temps plein dans l'entreprise de travailler sur l'approvisionnement responsable et les relations avec les fournisseurs pour aider l'entreprise Prévost à atteindre ses cibles de réduction, la carboneutralité éventuellement, donc de très grands objectifs audacieux. Fait que sur ce, je vais passer la parole à Adja. En fait, on a quelques questions. Mais comment vous travaillez avec vos fournisseurs? Mais on se demandait aussi, est-ce que vos clients, est-ce qu'ils sont soucieux de leur empreinte gouvernementale? Est-ce qu'il y a une pression qui vient des clients ou c'est plutôt une pression d'exigence de conformité avec toutes les réglementations en Europe qui vous ont amené à travailler avec vos fournisseurs? Donc, on a très hâte de vous entendre là-dessus, Adja. Oui, alors merci pour cette très intéressante question. Alors, je le rappelle, notre ambition chez Volvo Group, c'est de vendre 100% de véhicules sans énergie fossile à partir de 2040, parce que nous soutenons l'accord de Paris, donc il y a effectivement le cadre réglementaire qui nous incite à le faire, mais c'est aussi parce que nous plaçons le développement durable au cœur de nos considérations pour tenir compte des tendances et des défis mondiaux, des normes internationales, comme je le disais, en faveur d'un comportement commercial responsable, ainsi que des attentes des différentes parties prenantes comme nos clients. Donc, cela passe par le développement de véhicules électriques, comme je l'expliquais plus tôt, mais également par une décarbonation de notre chaîne d'approvisionnement. Et bien que la plupart de nos émissions de gaz à effet de serre le sont sur l'utilisation de nos véhicules chez nos clients, nous devons aussi nous attaquer à l'empreinte carbone générée par nos achats de biens et services. En l'occurrence, on a commencé avec le directeur des achats stratégiques de Prévost par travailler sur un premier axe, à savoir animer des webinaires avec l'appui d'organisations comme STIC et Investissement Québec pour rappeler et former nos fournisseurs à nos ambitions et requis, car nous pensons qu'il est d'abord essentiel de les informer. Puis, nous avons lancé un programme impliquant une cohorte de fournisseurs clés pour la croissance de Prévost qui vont être accompagnés et soutenus pour un développement plus durable. Et ce programme inclut notamment des audits, des certifications à venir qui peuvent être en plus subventionnées. Donc, cela permettra à nos fournisseurs d'être, un, conformes à nos requis et deux, d'être plus compétitifs dans un contexte international qui est de plus en plus exigeant sur l'aspect développement durable. Et de plus, nous avons travaillé sur un second axe avec une entreprise en fin d'année dernière en implémentant en fait un logiciel qu'on appelle un SaaS qui est capable de calculer en fait notre empreinte carbone aux achats et ensuite de cibler les fournisseurs et leurs pièces et composants associés avec lesquels travailler en priorité pour trouver des solutions qui vont nous permettre de réduire cette empreinte. Et cet outil va nous permettre de suivre en fait les différentes actions et leur impact sur l'empreinte carbone de leurs produits que nos fournisseurs mettront en place, comme l'utilisation d'énergie renouvelable, de solutions circulaires ou encore l'usage de matériaux sans énergie fossile dans le processus de fabrication des pièces qu'ils nous livrent. Et le développement de cet outil qui, par ailleurs, utilise de l'intelligence artificielle, ainsi que ce partenariat avec Investissement Québec, pour développer nos fournisseurs va être déterminant pour transitionner vers une chaîne d'approvisionnement neutre en carbone.
Et en ce qui concerne un petit peu plus l'aval de notre chaîne de valeur, je constate, étant également impliquée dans les réponses à appels d'offres lancés par nos clients, qu'il y a un intérêt grandissant et exponentiel, notamment en Europe, sur notre engagement chez Prévost et chez Volvo Bus à développer une chaîne d'approvisionnement plus responsable. On veut, dans notre département achat, vraiment s'assurer qu'on réponde aux attentes de nos clients, mais aussi on veut être proactif. Et ces clients nous demandent de plus en plus de diligence raisonnable, d'avoir des produits avec un plus faible impact sur les personnes et le climat. Et ces attentes, naturellement, vont se répercuter et se répercuteront envers nos fournisseurs. Merci beaucoup pour ça, Jeff. C'est intéressant de voir là, comment une grande entreprise avec un système en continu pour mesurer l'impact environnemental de toutes les composantes, puis de vraiment faire des choix éclairés, mais aussi de venir intervenir auprès des entreprises qui parfois sont plus petites, qui ont de la difficulté. J'aime beaucoup entendre que vous prenez les grandes ressources de votre entreprise, puis aussi les mettre au service des PME qui souhaitent se placer sur une trajectoire plausible à vos côtés. Donc, tout le monde gagne dans ce modèle-là. C'est vraiment intéressant de voir ce qui s'en vient, ce qui se passe chez vous. Merci beaucoup pour ça. Et je vais prendre quelques minutes, en fait, pour vous parler du niveau de maturité des entreprises québécoises. En fait, on va regarder le niveau de maturité, où est-ce qu'elles en sont, les entreprises manufacturières, puis aussi comment elles font pour franchir un pas de plus vers la transition. Donc, ce qu'on a remarqué, on a également fait faire de l'analytique avancée par Léger pour voir s'il y a des entreprises manufacturières qui se comportent un peu de la même façon par rapport à la mise en œuvre d'action climatique. Et ce qu'on a découvert, c'est que 42 des entreprises manufacturières, on peut les qualifier d'enthousiastes. C'est des entreprises qui pensent que c'est urgent de réduire les gaz à effet de serre, qui voient des risques, qui voient aussi des bénéfices et qui se posent des questions en ce moment. Là, on a mis une petite feuille de papier dans leurs mains. Là. Elles recherchent comment elles vont faire pour s'aligner bas carbone. Elles sont vraiment à la recherche d'informations. Le deuxième groupe le plus important, on les a qualifiés d'insouciantes. C'est pas qu'on qualifie les dirigeants d'insouciants. Là. Si vous êtes des dirigeants d'entreprises manufacturières à l'écoute, c'est pas vous, mais c'est juste que votre entreprise, à l'heure actuelle, a continué d'opérer comme s'il n'y avait aucune urgence climatique. Donc, beaucoup dans ces questionnaires-là, là, de je ne sais pas s'il y a des risques, je ne sais pas s'il y a des occasions d'affaires, mais on opère comme s'il n'y avait pas d'urgence climatique. Ensuite, le groupe le plus important sont des entreprises engagées, des entreprises qui travaillent avec leurs fournisseurs, avec leurs clients pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit le petit 34,7 dans le point noir, c'est leur indice de transition. Donc, elles mettent en œuvre plus d'actions climatiques que la moyenne du secteur. On a également 13 d'entreprises dans le secteur qu'on peut qualifier d'immobiles. Pour elles, c'est urgent de réduire les gaz à effet de serre. Elles voient des risques, mais ne sont pas encore activement à la recherche de solutions d'information ou de travailler avec leur chaîne d'approvisionnement. Et finalement, des entreprises visionnaires, un peu comme on peut voir chez Café William, qui mettent en œuvre beaucoup d'actions climatiques. Il y en a 6 dans le secteur manufacturier. Puis ça se compare à l'ensemble des entreprises au Québec, où on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'entreprises enthousiastes dans le secteur manufacturier que ce qu'il y a dans l'ensemble des entreprises au Québec en gris, mais également un peu moins d'entreprises là, qui sont aptes à être visionnaires. Et probablement, là, ce que M. Tremblay disait là, au niveau du fait que ce n'est pas facile de transformer le modèle d'affaires sur le court terme dans une entreprise manufacturière, vient peut-être expliquer ça. Donc, pour franchir un pas de plus, là, on voit un peu la trajectoire de transition qui se dessine. Ce qu'on a pu remarquer comme étant le principal facteur qui explique la trajectoire de transition pour passer d'insouciant à immobile, c'est vraiment de connaître les risques. Donc, toute cette compréhension qu'il y a déjà des risques physiques à nos opérations, ça fait en sorte que les entreprises, plutôt qu'être simplement insouciantes puis opérer comme si les changements climatiques n'existaient pas, elles deviennent immobiles, c'est-à-dire qu'elles considèrent minimalement qu'elles font face à certains risques et elles commencent à se préparer aux risques inhérents aux événements climatiques extrêmes dans leurs opérations. Ensuite de ça, pour passer à enthousiasme, la grande différence, c'est que ces entreprises-là comprennent les bénéfices et les occasions d'affaires à saisir. C'est ce qui fait la différence entre l'entreprise qui fait simplement savoir que les changements climatiques existent et que c'est un risque, vis-à-vis celles qui sont vraiment à la recherche là, de voir comment elles vont pouvoir mettre ça en œuvre dans leurs opérations. La différence pour passer vers les entreprises engagées, c'est là où on voit vraiment de travailler avec ces parties prenantes,
Également, c'est là où on voit plus d'expertise et plus d'expertise à l'interne des entreprises. Puis la différence qui nous permet de voir qu'on passe vers une entreprise visionnaire, ça va être qu'on va mesurer les gaz à effet de serre. Donc, c'est là où on commence à avoir plus de mesures. Il y en a un peu chez les engagés, mais il y en a plus chez les visionnaires. C'est là aussi où on voit des investissements en recherche et développement, des achats de technologies propres. Et dans cet exemple-là, l'exemple de M. Tremblay est tout à fait aligné avec ce qu'on a pu observer dans les données. Puis également, c'est là où les entreprises nous disent que leur raison d'être, elle est alignée pour permettre de répondre aux besoins des gens tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on peut voir là, la trajectoire de transition qui se dessine. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur cette diapo-là. On va la laisser à l'écran pendant que je vais demander à Adja et à M. Tremblay leurs conseils. Donc, on va commencer avec Adja cette fois-ci. Quels sont vos conseils là, pour se placer sur une trajectoire de transition qui est plausible, une entreprise qui peut-être aujourd'hui est insouciante ou est enthousiaste pour qu'elle puisse commencer vraiment à intégrer l'action climatique dans ses opérations, dans sa chaîne de valeur, dans sa culture organisationnelle? Quels conseils vous aimeriez lancer aux entreprises qui sont à l'écoute ce midi? Adja? Oui, mes conseils sont multiples et je commencerai par une approche peut-être en 4 étapes. La première étape pour moi, c'est avant tout de s'informer sur les zones de la chaîne de valeur qui sont les plus émettrices, que ce soit donc sur le scope 1, le scope 2 ou le scope 3. Et pour cela, on l'a dit, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des experts pour calculer son empreinte carbone, pour faire des analyses de cycle de vie de ces produits. La seconde étape, ce serait de définir une stratégie en conséquence. Et donc là, il va falloir décider quelles vont être les priorités sur un court, moyen et long terme qui vont à la fois répondre aux besoins des ambitions de l'entreprise, mais aussi à celles de ses clients. La troisième étape, ce serait d'agir et de s'améliorer. C'est donc de ne pas hésiter à rechercher les meilleures pratiques et vous rapprocher, par exemple, de contacts clés chez Prévost, par exemple, ou même dans vos réseaux qui ont déjà mis en place des initiatives que vous pourriez à votre tour déployer en interne. On a eu des exemples concrets par Rémi. Et la dernière étape, c'est de pérenniser les actions, donc de mettre en place des indicateurs clés de performance pour suivre et pouvoir maintenir les efforts sur la durée. Et encore une fois, je tiens à rappeler que Prévost fait partie d'un très grand groupe aux ambitions qui sont des ambitions pionnières, et avec des objectifs très clairs. Nous voulons décarboner nos produits et notre chaîne d'approvisionnement, et nos choix d'achat vont se faire sur une sélection de fournisseurs qui auront choisi de nous accompagner en ayant la même, voire une meilleure trajectoire que nous. Et si nous voulons avoir une chance de limiter notre impact sur le climat et limiter le réchauffement climatique dès 2030, comme l'imposent les accords de Paris, puis en 2040, nous devons agir dès maintenant, car dans quelques années, ce sera déjà trop tard. Et enfin, un dernier conseil, c'est vraiment de faire prendre conscience au travers de la formation, au travers de communication pertinente auprès des équipes de cette urgence à décarboner. Merci beaucoup, M. Tremblay. Vos conseils? Ouais, mes conseils, je dirais, je pense qu'il faut essayer de rendre la chose un peu simple pour les entreprises, dans le sens où je pense pas qu'on a besoin de révolutionner une industrie, qu'on a besoin de faire des gestes majeurs pour déjà contribuer. Il faut voir ça comme un effort collectif. Euh, Puis même si on a une certaine taille, Café William, on est petit dans l'écosystème, petit sur la planète comme producteur de café, mais on a décidé de poser des actions. Je pense qu'il faut commencer quelque part, il faut commencer à prendre action, solliciter vos équipes. Il va en avoir des idées, il va en avoir des projets qui vont émerger, qui vont amener des bénéfices sur les actions climatiques. Puis c'est collectivement, à force de petits gestes comme ça, je pense qu'on va arriver à avoir un impact important là, sur l'environnement. Je pense qu'il ne faut pas rendre trop ça complexe, surtout quand on commence, mais essayer de prendre action avec des initiatives qui sont ciblées. Souvent, des initiatives qui peuvent même être économiques pour les entreprises. Quand on parle de réduction de déchets, d'économie, de rejet de production et tout ça, ça a un impact positif sur l'environnement, positif sur l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a plein de petites choses qui peuvent être faites pour lancer la roue, faire tourner la roue. Puis, une fois que c'est lancé, ça crée aussi beaucoup de mobilisation à l'interne de l'entreprise. Donc, je dirais prendre action, commencer, ça serait ma recommandation.
Merci beaucoup. Puis j'ai aussi entendu là, de part et d'autre le fil conducteur de la rentabilité à travers tout ça. Donc, il y a moyen de mettre en œuvre des actions qui vont être bonnes pour le climat puis qui améliorent la rentabilité de l'entreprise, ou en tout cas qui nous feront prendre conscience où on a peut-être du gaspillage ou des ressources qu'on peut mieux utiliser. Donc, tout ça vient aussi aider à court terme là, l'entreprise. Donc, on n'est pas juste sur du long terme non plus. Merci pour ça. Puis l'idée de faire des petits pas tous ensemble, effectivement, l'impact collectif du secteur manufacturier peut être très, très grand si tout le monde franchit des petits pas. Donc, quelques faits saillants qu'on voulait partager avec vous, puis vous avez vu là, que la compréhension des risques, des occasions d'affaires, c'est vraiment deux éléments clés pour se placer sur la trajectoire de transition. Alors, parmi toutes les variables, là, comme je vous dis, si vous allez voir le rapport, il y a 111 variables, beaucoup d'informations. On a choisi de parler un petit peu plus des risques et des occasions d'affaires. Donc, 21% des entreprises manufacturières voient des risques associés aux événements climatiques extrêmes ou à la transition vers l'économie sobre en carbone. En fait, et puis ici, il y a une petite erreur, juste sur la diapo, je vois risque pour réduire les émissions, mais c'est risque pour la transition vers l'économie sobre en carbone ou les changements climatiques. Et 26% voient assez ou énormément de bénéfices à saisir. Donc, ce qu'il faut retenir, là, c'est que pour nos entreprises PME, il y a une plus grande proportion qui voit des risques, une plus grande proportion qui voit des occasions d'affaires à saisir, mais on reste quand même avec 80% des entreprises qui ne voient pas de risques à l'heure actuelle, ni pour les événements climatiques extrêmes, ni la transition vers l'économie sobre en carbone. Et quels sont ces risques-là? Mais on les a listés ici, les 4 principaux risques. Il y en a davantage dans le sondage détaillé, mais vous allez avoir une idée ici des principaux risques qui sont perçus par les entreprises. Les principaux bénéfices également, plusieurs bénéfices, donc l'image de marque, la réputation, créer, offrir des produits, des solutions qui vont répondre à des nouveaux besoins de marché. On a entendu avec M. Tremblay, Adja, c'est un des moteurs aussi qui les fait bouger, mais être un fournisseur de choix pour les grands donneurs d'ordre, donc pour les PME qui sont dans une chaîne d'approvisionnement comme celle de Prévost, par exemple. Puis aussi tout le volet que les gens ont indiqué, ceux qui mettent en œuvre des actions climatiques, ça permet de stimuler le sentiment de fierté et d'appartenance des employés et de fidéliser la clientèle, mais également d'aligner l'entreprise avec les valeurs des dirigeants. Et c'est une tendance à la hausse, un peu ce que M. Tremblay incarne ici aujourd'hui. Donc, on a demandé aux entreprises, est-ce que vous vous sentez prête à opérer dans une économie sobre en carbone? Et à l'heure actuelle, 39% des entreprises manufacturières québécoises se disent prêtes ou tout à fait prêtes à opérer dans une économie sobre en carbone, donc en voie de s'y préparer à 39%. Et 18% sont témoins d'exemples concrets que la transition, elle est déjà en cours dans leur secteur d'activité. Donc, plus de 80% des dirigeants ne sont pas au fait d'exemples concrets que la transition est déjà en cours et 60% ne sont même pas en voie de se préparer à une économie bas carbone. Donc, compte tenu un peu de l'urgence et du contexte d'affaires, on se questionne à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les PME manufacturières à franchir un pas de plus. Puis on a la chance avec M. Tremblay, avec Adja, d'avoir 2 modèles d'affaires complètement différents. Donc, on voulait en profiter pour que vous puissiez nous parler un peu des principaux risques, mais aussi des principales occasions d'affaires que vous saisissez, qui peuvent peut-être venir inspirer d'autres dirigeants à comprendre un peu mieux en quoi l'action climatique est pertinente en ce moment. Donc, on va commencer peut-être avec Adja. Oui, bien sûr. Alors moi, je vois donc plusieurs principaux risques qui sont assez évidents. Le premier, c'est déjà de ne pas pouvoir répondre aux demandes des générations futures en ayant épuisé des ressources fondamentales. Et on le sait aussi grâce notamment à Global Footprint Network. Fin juillet 2023, l'humanité avait consommé l'ensemble des ressources que la Terre pouvait reconstituer en une année. Donc, autrement dit, pour régénérer ce que l'humanité consomme aujourd'hui, il nous faudrait l'équivalent de 1,7 Terre, ce qui n'est évidemment pas durable. Le second risque est de ne pas être conforme aux différentes législations et réglementations qui sont de plus en plus importantes et fréquentes pour œuvrer en faveur du climat.
de plus en plus de réglementations obligent déjà les entreprises à divulguer et à rendre compte de leur empreinte carbone et de leur impact environnemental. C'est déjà obligatoire pour certains secteurs et entreprises au-delà d'une certaine taille. Les gouvernements également peuvent approuver ou rendre obligatoire l'utilisation de certaines normes spécifiques pour le calcul et la déclaration de l'empreinte carbone des produits, par exemple les normes ISO 14040 ou 14044. Donc, les gouvernements peuvent également mettre en œuvre des mécanismes de tarification de carbone, tels que les taxes sur les carbones ou des systèmes d'échange des droits d'émission de carbone qui pourraient avoir une incidence sur les droits de l'homme. Donc, tout ça fait qu'effectivement, ce sont des risques si on n'agit pas. Un troisième risque que je vois également et que vous avez cité dans votre étude, c'est de ne pas pouvoir rencontrer les attentes des clients et des investisseurs et donc de perdre des parts de marché. Pour les clients, il faut que l'on puisse répondre à leurs demandes croissantes de pratiques respectueuses de l'environnement et socialement responsables et ainsi façonner une image positive de l'entreprise. Et pour les investisseurs, ils veulent, quant à eux, réaliser des investissements long terme, responsables et durables. Et donc, cela va nous donner, en fait, naturellement, des bénéfices quand on agit, que j'ai commencé à évoquer. Donc, l'ouverture de nouveaux marchés, l'acquisition de nouveaux investissements, d'être encore plus alignés à nos propres ambitions, étant donné notre responsabilité. Et en l'occurrence, Prévost, comme je le disais en introduction, et dans le secteur des transports, qui est un gros contributeur des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'agir et nous nous sommes formellement engagés auprès de Science Based Target Initiative. Donc, ça devient indispensable pour nous de mesurer notre progression et nos actions. Et enfin, un ultime bénéfice que je pourrais citer, c'est effectivement la préservation des ressources de notre planète qui sont limitées. Et concrètement, au département des achats de Prévost, mais plus globalement au niveau du groupe Volvo, l'empreinte carbone va vraiment devenir un critère clé dans notre prise de décision. Merci beaucoup pour ça, Adja. J'invite les participants à indiquer leurs questions. Si vous avez des questions pour nos panélistes dans le chat, donc on va pouvoir prendre dans le clavardage, là, prendre vos questions tout de suite après l'intervention de M. Tremblay. De votre côté, est-ce que vous voyez des risques qui sont peut-être présentés par les changements climatiques? On vous voyait transporter parfois une marchandise en bateau, en voilier. On peut penser aux tempêtes. Vous avez des approvisionnements d'agriculture, donc l'eau, les ressources naturelles. On se questionne beaucoup comment ça se passe de votre côté, mais aussi est-ce que vous voyez des occasions d'affaires à saisir pour Café William en lien avec la transition vers l'économie sobre en carbone? Clairement, le café, on peut l'oublier quand on le prend le matin, on prend ça pour acquis un peu, mais c'est un produit d'agriculture qui vient de pays lointains. Il n'y a pas de café qui pousse sur nos latitudes. Donc, les changements climatiques, c'est un risque définitivement au niveau de l'agriculture un peu partout sur la planète. Puis ça apporte toutes sortes de variations de prix de la denrée et des problèmes d'approvisionnement. Donc, on est très soucieux de ça, de ce qui se passe, de la façon dont la culture se fait aussi dans les pays d'origine. Donc, on s'est commis, Café William, il y a plus de 15 ans, à acheter énormément de café biologique et équitable, de façon à s'assurer qu'on a une culture qui va être pérenne et qu'on ait aussi une rémunération là, pour les agriculteurs qui soit aussi pérenne. Je pense que c'est un must qu'on doit faire. Comme torréfacteur de café, on ne peut pas passer à côté de ça. Les bénéfices à ça, ben, comme je dis, ça fait 15 ans qu'on a fait ce choix-là. On est très engagé vers ça. C'est un alignement définitivement des valeurs de l'entreprise. Puis, qui est aussi, je pense que ça répond de plus en plus à la demande des consommateurs. Ils sont de plus en plus, nos clients, les consommateurs sont de plus en plus, demandent de plus en plus d'avoir des produits qui ont été produits avec le moins d'empreinte de carbone possible et qui sont le plus durables possible. Donc, je pense que ça répond à une demande et encore plus une demande de la génération montante. Donc, définitivement, au niveau de l'employé, des employés, de la mobilisation des équipes, vous aviez ça en sondage, c'est énorme aussi.
depuis qu'on publicise davantage nos initiatives, on reçoit des candidatures spontanées. Quand on affiche des postes, le niveau de qualité des candidatures a beaucoup augmenté. L'équipe, il y a un effet au niveau de l'équipe qui est impressionnant. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a énormément de bénéfices. Il n'y a que des bénéfices à faire, je pense, à travailler, à développer une entreprise en étant plus sobre en carbone, définitivement. Il y a des coûts reliés à ça un peu, mais correct, on se dit c'est un bon geste là, pour la planète. Puis, naturellement, on est entrepreneur, on a une entreprise, il y a des risques à tout, mais ça fait partie des beaux risques. Ben, merci beaucoup pour ça. Puis effectivement, là, on ne pouvait pas mettre tous les bénéfices, mais il y a le bénéfice qui est sorti là, dans les tops, le sentiment de fierté d'appartenance des employés actuels, mais pas loin dans la liste en dessous, il y avait aussi attirer de nouveaux talents. Donc, vous en avez témoigné, là, vous le vivez quand on Définitivement. vous en affiche un poste, on reçoit plein de candidatures spontanées, mais ça aussi, c'est une économie de recrutement, puis aller chercher le bon talent, là, ça n'a pas de prix, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant. On a quelques questions qui sont entrées pour vous. Tout d'abord, la première question, c'est pour Adja. En fait, Adja, tu as bien indiqué, tu travailles dans le secteur du transport avec Prévost, avec Volvo, donc vous êtes très important. On a des joueurs très importants ici aussi au Québec dans le secteur du transport, entre autres aussi dans l'aéronautique. Puis on a une question ici d'un collègue, M. Robert Cadieux, qui dit, est-ce que vous seriez ouvert à une discussion un peu de benchmarking sur vos pratiques avec une autre entreprise manufacturière comme par exemple Héroux DevTech? Bien sûr, tout à fait. Notre objectif, c'est vraiment de collaborer et d'effectivement échanger sur nos meilleures pratiques. Donc, c'est un grand oui. C'est un grand oui, parfait. Héroux DevTech qui fabrique les trains d'atterrissage, entre autres, dans le secteur. Donc, on va vous mettre en lien avec M. Cadieux. En tout cas, M. Cadieux, si vous voulez nous écrire, on va s'assurer de faire le pont avec Adja pour s'assurer que vous êtes en contact l'un avec l'autre. Merci beaucoup. Puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, hein, même entre compétiteurs. C'est un des modèles là, de réussite de la nouvelle économie. On appelle ça la coopétition pour des enjeux qui sont communs, la coopération entre compétiteurs, la coopétition, c'est quelque chose là, de très important. Monsieur Tremblay, il le disait, bien, au lieu de chacun se construire un petit voilier pour transporter des petits volumes, pourquoi pas imaginer du transport à voile de tonnes de marchandises. Mais ça prend vraiment des gens qui se mettent ensemble, qui collaborent, puis possiblement que ça va être des solutions qui vont être beaucoup plus rentables pour tout le monde. Donc, très, très intéressant là, de voir l'ouverture pour ça. On a une question ici, je ne sais pas à qui la poser, mais quel a été le rôle des accompagnateurs externes dans votre transition? Il y a beaucoup de gens qui transitent autour des entreprises, hein, notre chambre de commerce, des associations sectorielles. Il y a plein, plein de gens autour de nous, pas seulement des consultants, mais et les consultants. Donc, quel a été le rôle des accompagnateurs externes dans votre transition? Peut-être je commencerai par M. Tremblay, qui est vraiment ici là, dans l'écosystème d'affaires du Québec. En fait, ça serait peut-être très pertinent. Ça nous a vraiment permis d'aller chercher une expertise qu'on n'avait pas à l'interne, de compléter, d'aller plus loin dans nos réflexions aussi. Naturellement, on a une vision de notre entreprise un peu centrique sur ce qu'on fait, puis on sait ce qui se passe un peu sur la planète, mais on n'a pas une expertise dans tout. Alors, vraiment, ça nous a permis d'ouvrir nos horizons, puis d'étendre un peu nos façons de faire à peu près à tous les niveaux de l'entreprise. Puis quel type d'accompagnateur externe, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de qui était autour de vous qui vous a vraiment aidé? Bon, clairement, on l'a mentionné tantôt au niveau du torréfacteur électrique, ça a été un travail de collaboration dès le départ avec notre équipementier. On a travaillé beaucoup, on a été impliqué dans le projet d'un bout à l'autre, mais naturellement, on fabrique pas des équipements pour torréfier le café. Donc, on n'aurait pas pu faire ça sans avoir cette expertise-là. Puis on a des consultants externes là, qui nous avaient aidés dans l'appel d'offres, qui nous ont un peu fait réaliser qu'il y avait d'autres composantes euh, qui généralement étaient alimentées au gaz naturel, qui commençaient à être disponibles à l'électricité. Fait que c'est vraiment ça qui nous a amené vers, ben, on veut un four à alimenter l'électricité. Fait que ça, c'est un des gros éléments là, de l'apport externe, une firme d'ingénierie C'est un exemple euh, très, très à intéressant. Montréal, IGRL, qui nous a accompagnés dans le processus. Oui, merci beaucoup pour ça. Il y a une question qui s'adresse à moi, en fait. La personne a regardé le rapport et dit il y a plusieurs indicateurs qui sont à la baisse. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? En fait,
une des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs manufacturiers qui ont répondu à beaucoup plus de questions. Donc, on a moins de je ne sais pas dans le sondage, dans le baromètre cette année. Et ces personnes-là se sont réparties dans les questions, ce qui fait qu'on a des questions à la baisse, mais possiblement, là, on avait regardé ça aussi avec Léger, possiblement parce que des gens qui disaient je ne sais pas l'année dernière sont capables cette année de dire c'est quoi? Non, je ne les mesure pas, mes GES, je le sais, j'ai vérifié et je ne mesure pas. Donc, ça peut faire en sorte que ça l'a fait changer certaines données et il y a possiblement d'autres explications à laquelle on pourra revenir. Alors, c'est tout le temps qu'on avait pour faire des questions parce que je tiens absolument à garder une petite minute là, pour un mot de la fin de la part de nos deux panélistes aujourd'hui. S'il y avait en un mot là, quelque chose que vous aimeriez que les gens retiennent ou que vous retenez ou que vous aimeriez que les gens retiennent de la présentation d'aujourd'hui, ce serait quoi pour vous, M. Tremblay? Je pense que comme entreprise manufacturière, je pense qu'on a à quelque part une obligation de faire quelque chose pour réduire notre empreinte de carbone. On a des opérations qui ont une relative importante dans notre communauté au Québec. Alors, je pense qu'il faut qu'on agisse. On doit, comme je disais tantôt, il faut commencer à quelque part. Je pense pas qu'on a besoin de révolutionner les industries tout le temps, mais chaque geste, c'est un effort collectif qui peut nous amener à faire une grande différence à la fin. Merci beaucoup. Ton mot de la fin, Adja? Mon mot de la fin, c'est la transition. Plus que jamais, nous devons agir en faveur du climat et nous avons des partenaires de choix, que ce soit Investissement Québec, Québec Net Positif, nos partenaires fournisseurs, clients, collègues. En résumé, en fait, chacun d'entre nous peut agir pour atteindre les objectifs ambitieux de limiter le réchauffement climatique et réduire notre empreinte carbone. Alors, n'hésitons pas à collaborer ensemble et innover vers cette transition pour un développement durable en faveur de notre génération et des générations futures. Merci. Merci beaucoup. Merci, Adja. Merci, M. Tremblay, d'avoir été parmi nous ce midi. Merci. Donc, le rapport du baromètre est disponible. Nous avons aussi une recherche-action collaborative en cours. Le premier rapport est disponible pour les réalités manufacturières, ce qui permet de donner encore un peu plus de contenu sur ce qui se passe. Si vous avez aimé l'atelier d'aujourd'hui, le webinaire avec nos conférenciers invités, nous avons d'autres panels avec d'autres entrepreneurs disponibles sur notre chaîne YouTube. Et nous allons partager dans le chat maintenant le clavardage, le formulaire d'appréciation de l'événement qui vous sera aussi envoyé avec le lien de rediffusion en courrier électronique. Donc, sur ce, il est 13h. Nous vous remercions beaucoup, tous les participants, d'avoir été avec nous ce midi. Merci encore, M. Tremblay. Merci, Adja. Merci, Catherine, Rachel, toute l'équipe de Québec Net Positif qui ont rendu possible le baromètre, ainsi que nos collaborateurs Investissement Québec. Bonne journée à tous. Merci.